j'ai été agressée par le père de mon enfant. Donc j'ai été victime 2 fois. Ça a détruit une partie de moi et une partie de ma confiance en moi. La juge a estimé qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'incarcérer ce personnage. Ce monsieur était déjà sous le coup d'une condamnation et d'un aménagement de peine pour des faits similaires sur son ex-compagne, qu'il avait agressé également physiquement devant enfants mineurs cette fois. Pour nous les victimes, c'est une double peine. Qu'une personne qui a plus de 5 condamnations pour des faits similaires n'a jamais fait ne serait-ce qu'une seule journée de prison. En France, c'est scandaleux. Bonjour, je suis Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de l'égalité devant la loi et au respect de la dignité humaine. Alors nous allons conserver votre anonymat, je ne vais pas vous demander de vous présenter, mais nous avons été mis en relation suite à une problématique que vous rencontrez. Vous êtes ou vous avez été ou êtes encore victime de violence de la part de votre ex-conjoint, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation à laquelle vous devez faire face actuellement, s'il vous plaît? Alors, j'ai été agressée au mois de décembre de l'année 2019. Donc suite à cette agression, j'ai porté plainte auprès des services de police qui ont très favorablement accueilli ma plainte et qui pour le coup ont vraiment été exemplaires et ont fait poursuivre la procédure comme elle aurait dû être faite. Donc voilà, donc j'ai été agressée par votre ex-conjoint. Agressée par le père de mon enfant. D'accord. La plainte a été déposée un mois après, donc au mois de janvier. Il a été convoqué au mois de février et ensuite il a fait sa garde à vue au mois de mars et toute la procédure a été enclenchée. Voilà. Donc le premier jugement a eu lieu au mois de mai, donc le 7 mai, mais en raison du Covid, l'affaire a été repoussée. Voilà, ça a été reconduit au mois de décembre. Voilà. D'accord. Alors juste pour essayer de comprendre un petit peu mieux le contexte, c'est une personne donc avec qui vous étiez en couple, en relation. Est-ce que durant cette relation, il y avait déjà eu des violences à votre endroit lors de cette relation? Alors non. Les violences ont commencé donc au mois de septembre. Donc j'ai été victime 2 fois. Donc la première fois, ça a été une bousculade. Donc, vous étiez encore en couple à ce moment-là ou déjà séparés? On était en couple entre guillemets, donc il m'avait bousculé au mois de septembre. Là, j'avais pas porté plainte et c'est lorsque il m'a agressé une seconde fois au mois de décembre que là, je me suis décidée à porter plainte. Voilà. Ça faisait combien de temps à peu près que vous vous côtoyez? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça faisait 10 ans. Oui. Et jamais eu de prémisse avant ça, donc jamais. À part de la violence verbale et de l'humiliation, il n'y a pas eu de violence physique. Ce qui est déjà quand même regrettable, parce que l'humiliation, les violences verbales laissent quand même des séquelles parfois assez conséquentes sur la psychologie d'un individu. Est-ce que, alors, lorsqu'il y a eu ces violences, dans un premier temps verbales et ces humiliations, est-ce que votre enfant était témoin de ces choses-là ou pas? Alors, ma fille a été témoin de quelques incidents, mais étant donné qu'elle était très très jeune, donc je pense qu'elle a perçu la tension qu'il y avait, mais les mots n'ont pas fait sens pour elle à ce moment-là, quoi. D'accord. Voilà. Et concernant les violences physiques qui ont eu lieu récemment? Elle n'a jamais été témoin des violences physiques. D'accord. Jamais. Et comment vous avez vécu cette situation? J'ai très très mal vécu, d'autant plus que je suis une personne qui est plutôt respectée, qui est entre guillemets plutôt forte, on va dire, aussi bien psychologiquement que physiquement. Je suis pas quelqu'un de frêle, je suis plutôt sportive, mais malgré tout ça, j'ai quand même été victime de toutes ces violences, de ces humiliations, et quelque part ça a détruit une partie de moi et une partie de ma confiance en moi. Voilà. Et aujourd'hui, donc vous disiez que le jugement a été renvoyé, donc au mois de décembre, c'est ça? Quel a été le jugement prononcé par la Cour? Alors, le procureur a requis 1 an de prison ferme avec un mandat de dépôt, dans la mesure où monsieur était dans une situation de récidive, sauf que la juge a estimé qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'incarcérer ce personnage, et donc elle a opté pour 13 mois de prison avec aménagement de peine. Voilà. D'accord. Sauf que lors de ma première agression, même de mes 2 agressions, ce monsieur était déjà sous le coup d'une condamnation et d'un aménagement de peine. Sauf que le juge... Pour d'autres faits, pour des faits similaires. Donc, d'accord, sur d'autres personnes. Sur une autre personne, sur son ex-compagne, qu'il avait agressé également physiquement devant enfants mineurs cette fois. Donc monsieur est en situation de récidive, donc pour les faits
tout à fait similaires, mais la juge a estimé que voilà, on pouvait. Il y a une mesure d'éloignement. Alors, il y a eu une mesure d'éloignement me concernant, donc qui a été reconduite lors de l'audience du mois de mai. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, puisque c'est le bureau d'aide aux victimes qui m'a informé de la sentence. Donc, clairement, je ne sais pas s'il y a encore une mesure d'éloignement, je ne sais pas. Par contre, tout ce que je sais, c'est que ce monsieur devra me verser des dommages et intérêts et qui devra s'acquitter d'une peine de 13 mois de prison avec aménagement de peine. Voilà. Comment vous vivez cette condamnation, cet aménagement de peine? Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite? Est-ce que vous émettez quelques réserves? Comment vous... J'émets plus que des réserves du fait que ce monsieur ait déjà été condamné et qu'il a déjà été sous le coup d'un aménagement de peine. Sauf que, visiblement, le juge d'application des peines était aux abonnés absents, parce que durant cette période-là où j'ai été agressée, il aurait dû porter un bracelet ou aller pointer ou dormir en prison, sauf que rien de tout ça n'a été fait. Donc je me dis que si la condamnation actuelle de 13 mois de prison ressemble à celle qu'il a eue dans le jugement précédent, bah ça signifie que ce monsieur est en liberté en fait, et donc il jouit d'une certaine manière d'une espèce d'impunité. Voilà. Et donc pour nous les victimes, c'est une double peine. Est-ce que vous craignez aujourd'hui que cette personne-là se retourne contre vous une nouvelle fois au vu du dépôt de plainte, de la condamnation? Je pense pas. Je pense que ces gens-là sont des prédateurs. À partir du moment où ils en ont fini avec leur proie, eh ben ils repartent en chasse. Voilà. Moi, mon cas, il est scellé, et donc il va repartir en chasse et voilà. Et cette fois, peut-être que la prochaine victime n'aura peut-être pas la chance de s'en sortir comme moi. Voilà. Et l'enfant que vous avez en commun continue à côtoyer son père? Non. De toute façon, il l'a pas reconnu. Donc techniquement, c'est pas son père. Elle aussi, elle a été victime d'humiliation, étant donné qu'elle est en situation de handicap. De la part de son père? Voilà, de la part de son père. Il a eu des mots très très durs à son endroit, en la traitant d'handicapée, d'attardée, de clingon. Donc elle aussi, d'une certaine manière, c'est aussi une de ses victimes. Est-ce que ça a impacté? Est-ce que vous l'avez vu être affecté par cette situation, votre enfant? Bien évidemment qu'elle en a été impactée. Elle en a été impactée, même au niveau des apprentissages. Elle est beaucoup moins disponible. Voilà, elle ne peut qu'être impactée. Et en plus, comme élément, on est extrêmement fusionnel, puisque clairement, elle n'a que sa mère. Forcément, c'est une éponge. Donc, si maman va mal, je vais mal aussi. Donc, ce qui m'oblige aussi à être forte d'une certaine manière, parce que je dois être forte pour nous deux, quoi. C'est ce que j'allais vous dire. Vous paraissez forte. Et on voit quand même une certaine détermination, mais ça ne doit pas être évident à vivre. Vous, sincèrement, psychologiquement aujourd'hui, dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous êtes en période de reconstruction? Est-ce que vous vous sentez quand même amoindri par la situation? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Alors pendant très très longtemps, j'ai eu un genou à terre, vraiment, mais je me refuse d'avoir 2 genoux à terre. Je me suis relevée parce que je me suis dit que quelque part, ce serait trop facile. Il serait trop content de me voir anéantie. Donc j'ai dû me relever pour ma fille et aussi par fierté, par dignité. Et comme je suis quelqu'un de très combatif, je me suis servi de cette épreuve pour en faire une leçon et une force supplémentaire. Et donc je vais rajouter ce combat à la longue liste de combats que je compte bien mener les prochaines années. Comme vous le savez, beaucoup de femmes n'osent pas franchir le cap de la plainte. Et je peux comprendre. Et qu'est-ce qui vous avez fait passer ce cap justement du dépôt de plainte? Alors il y a une première fois, vous n'avez pas souhaité, mais la récidive vous a motivé à aller au commissariat, pousser la porte et faire un dépôt de plainte. Alors, dans un premier temps, je me suis renseignée auprès de mes amis, en leur disant j'ai l'intention de porter plainte, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la moitié de mes amis, même un peu plus de la moitié, ont essayé de m'en dissuader, en me disant que de toute façon en France, on n'emprisonne pas un homme parce qu'il a mis un coup de tête à une femme, clairement. Tout le monde a une image tout le monde a une image de la justice extrêmement laxiste, et ce qui décourage beaucoup de passages à l'acte dans ce qui concerne le dépôt de plainte. Mais d'un autre côté, je me suis dit quelle image je veux que ma fille elle ait de moi. Je veux qu'elle ait l'image d'une femme forte et qui se laisse pas faire. Donc ne serait-ce que pour elle, j'irai jusqu'au bout de la démarche. C'est tout à votre honneur. Voilà, jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait. Même si le résultat final n'est pas à la hauteur de mes attentes, au moins je serai allé au bout de ma démarche. Voilà. Et comment expliqueriez-vous
ce sont vos attentes, votre sensibilité, hein, mais que les résultats ne soient pas aussi significatifs que ce à quoi vous vous attendiez en termes de condamnation. Alors, je me suis dit qu'une personne qui a plus de 5 condamnations pour des faits similaires, hein, n'a jamais fait ne serait-ce qu'une seule journée de prison. En France, c'est scandaleux. Quand on entend tout le remue-ménage qu'il y a autour des violences faites aux femmes, c'est la priorité du quinquennat, de notre président, etc. Et que je vois au final que, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un numéro vert, il y a des associations, il y a une maison pour les hommes violents qui est en expérimentation dans le nord de la France. Donc c'est une maison où ces hommes sont suivis, où on les aide pour éviter la récidive. Mmh. Et à côté de ça, pour les femmes, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est à nous de faire les démarches pour s'approcher des associations. Je voudrais juste, entre guillemets, remercier le bureau d'aide aux victimes, hein, qui sont affiliés aux tribunaux maintenant. Donc voilà, ils vous appellent, ils prennent de vos nouvelles, ils vous informent du suivi de la procédure, etc. Donc je voulais les remercier et remercier la police aussi. Parce que sans eux, j'aurais peut-être pas porté plainte, parce que l'accueil a été tellement bienveillant que, voilà, pour la petite histoire, au départ, j'étais venue faire une main courante, même pas une plainte. Et c'est eux qui m'ont dit, voilà, on va vous laisser réfléchir. Si vous revenez pas vers nous, nous on vous rappellera. Mmh. Et voilà, donc ils ont vraiment été super. Ils ont reçu même des circulaires au sein des commissariats. Voilà, ils ont été briefés aussi, ouais, etc. Mais ils ont vraiment été au top. Donc ça, faut le souligner, parce que bien souvent, voilà, on les pointe du doigt en disant que, mais là non. En tout cas, de mon expérience à moi, ils ont été super, vraiment. Donc pour les femmes, donc je vous disais, à part le 39-19, qu'est-ce qu'il y a pour les femmes? À part les associations, et qui en plus manquent de moyens. Il n'y a rien. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que les services publics donnent les moyens à la justice d'appliquer la loi. Et j'aimerais aussi que toutes les juridictions de France et de Navarre appliquent la loi telle qu'elle est explicitée dans le code pénal. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce manque d'application stricto sensu de la loi peut amener certaines personnes à passer, on va dire, le Rubicon, comme on dit, et à tuer des personnes? Parce que les féminicides, c'est quelque chose, on en entend beaucoup parler. Il y a malheureusement de nombreuses femmes qui sont victimes de leur bourreau jusqu'à en perdre la vie. Est-ce que vous pensez que ça peut être un des facteurs qui expliquerait qu'il y ait autant de femmes qui périssent sous les coups de leur ex-conjoint ou de leur conjoint? Pour moi, c'est une des raisons, parce que clairement, les hommes savent qu'ils jouissent d'une certaine impunité. Ils le savent. Ils connaissent la loi parfois bien mieux que les victimes, j'ai envie de vous dire. Donc quand ils passent au travers des mailles du filet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils ont parfaitement compris le système. Ils le savent. Donc voilà. Toute cette impunité, elle leur confère une espèce de toute puissance. Voilà. Et je vais vous dire, pour le coup, mon bourreau, à plusieurs reprises, m'a nargué sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, d'une certaine manière, il savait qu'il ne risquait rien au bout de 5, voire 6 condamnations pour des faits similaires. Donc, c'est honteux. Alors moi, je veux bien qu'on pousse les femmes à parler. Mais une fois qu'on a parlé, qu'est-ce qui se passe? Et s'il y avait un message aujourd'hui que vous souhaiteriez adresser à toutes ces femmes qui sont dans la même situation que la vôtre? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est déjà, de parler. Parce que ça, il faut le faire, de toute façon. Il faut s'exprimer, il faut pas rester seul. Mais n'attendez pas grand-chose de la justice. Voilà. C'est chacun sa chance. Ça dépend des juges, ça dépend des juridictions, ça dépend de la ville où on se trouve, ça dépend du nombre d'incarcérations qu'il y a dans les prisons. Voilà. Et tout le monde sait que en raison du Covid, on essaie de désengorger un maximum les prisons. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas jusqu'au bout de leur peine, on les libère. Et le mot d'ordre, c'est surtout ne pas condamner. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une véritable mobilisation citoyenne autour de ce sujet qui est grave, qui est les violences conjugales ou les violences effectuées par les ex-conjoints, pourrait faire en sorte que les représentants du peuple, les représentants politiques, puissent s'emparer de ce sujet d'une manière encore plus efficace en débloquant des moyens concrets pour faire en sorte
que les victimes soient protégées et qu'on puisse éradiquer petit à petit ce fléau des victimes des violences faites aux femmes. Le problème, c'est que si les pouvoirs publics avaient vraiment eu à cœur d'enrayer ce fléau, je pense que ça fait très longtemps qu'ils auraient investi les fonds nécessaires dans la justice pour que les choses avancent, et pas seulement dans le cadre des violences faites aux femmes, parce que des victimes, il y en a dans tous les contextes, voyez. Et la prise en compte des victimes en France, pour moi, elle est insuffisante. Donc à nous de faire bouger les choses aujourd'hui. C'est pour ça qu'aussi on vous remercie pour votre témoignage, parce que nous savons que c'est jamais évident de pouvoir briser le silence, déjà pousser la porte d'un commissariat pour un dépôt de plainte. Aujourd'hui, vous prenez la décision de témoigner à notre micro, qui est quelque chose de très courageux aussi, parce que je pense que pour briser cette omerta, il faut pouvoir en parler. Et aujourd'hui, ce témoignage est très important, parce que très peu nombreux sont aussi les personnes qui osent sortir de ce silence, de peur d'être jugées, d'être pointées du doigt, etc. Ou même parfois qui ont peur des répercussions que cela pourrait avoir, parce que on sait que les agresseurs parfois sont encore en liberté. Il y a cette crainte de le voir revenir à la charge, à l'assaut, parce que vous disiez tout à l'heure que un prédateur, lorsqu'il en a terminé avec sa proie, il passe à autre chose. Mais pour certains d'entre eux, terminer avec sa proie est synonyme de voir disparaître cette proie. Donc, si on veut vraiment pouvoir prendre ce sujet à bras le corps, il est important de pouvoir avoir des témoignages tels que le vôtre, comme vous le faites aujourd'hui. Nous vous en remercions et nous vous félicitons aussi pour votre combativité, pour votre résilience aussi, parce que c'est jamais simple de pouvoir se remettre de ce genre de choses. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin, parce que c'est quand même c'est très difficile de se mettre à la place d'une personne qui a vécu ça. Je ne le souhaite à personne, et aujourd'hui ce sont des témoignages qui nous touchent énormément, parce que les violences sont parfois terribles, et donc voilà, il n'y a jamais mieux placé que la personne qui a vécu ça pour en parler. Donc vraiment, je vous laisse encore le mot de la fin, nous dire encore des choses. Si vous avez envie de développer des choses, n'hésitez surtout pas. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que les femmes aient conscience qu'elles sont fortes, et que personne n'a le droit de leur enlever leur dignité. Personne. Et que sans les femmes, il n'y a pas de nation. Voilà. Donc, la première insulte, la première gifle, il faut partir. Il faut partir, faut pas hésiter. Voilà. Moi, j'ai trop laissé traîner les choses, et c'est toujours la même excuse. Là, je vais employer le terme d'excuse, parce que c'est ça, c'est oui, c'est pour les enfants, etc., etc. Les enfants ne doivent pas être une excuse. Voilà, il faut absolument que les femmes prennent soin d'elles, et n'acceptent pas qu'on leur manque de respect, qu'on les humilie, qu'on les rabaisse. Voilà ce que j'ai à dire aux femmes. Battez-vous, ne vous laissez pas faire. Il faut que la peur change de camp. Très bien, en tout cas, je vous remercie une nouvelle fois pour votre témoignage. Je vous souhaite beaucoup de courage, et si nous pouvons vous aider d'une quelconque manière, que ce soit administrativement, juridiquement ou psychologiquement, vous savez que nous sommes là, vous pouvez compter sur nous. Je vous souhaite beaucoup de courage, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci à vous.